Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 58, pour notre premier sujet, puisque nous approchons la fin de l'année 2023, nous discuterons des stratégies de planification fiscale de fin d'année pour les investisseurs. Et pour notre prochain sujet, nous discuterons avec Raymond Kersero, chercheur principal chez PWL, de son dernier blog sur les principaux régimes de retraite au Canada. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François, et toi? Ça va bien, merci. Donc, c'est le temps de l'année où on va couvrir encore les stratégies de planification fiscale de fin d'année pour les investisseurs. C'est une tradition annuelle pour nous dans le podcast. On tient à rappeler à nos auditeurs que les idées et les conseils qu'on va partager seront de nature générale. On aurait besoin d'une compréhension plus détaillée de la situation fiscale et financière d'un investisseur pour donner des recommandations spécifiques. Les auditeurs devraient consulter leurs conseillers fiscaux, leurs gestionnaires de portefeuille et leurs planificateurs financiers pour obtenir des recommandations qui seraient plus personnalisées. Ah, tout à fait, François. Je tiendrai aussi à rappeler à nos auditeurs que lorsque nous parlons d'impôts, on adopte une approche d'optimisation, qui est un concept très différent de celui de minimisation des impôts. Oui, effectivement. Par optimiser, on entend que vous devez penser non seulement à l'année fiscale en cours, mais aussi à l'évolution de vos actifs à plus long terme et à la manière dont vous devrez planifier vos retraits actuels et ou futurs de revenus de retraite de manière fiscalement efficace. J'ai souvent insisté dans ce podcast sur le fait que la plupart des investisseurs doivent penser à accumuler des actifs dans 3 différents paniers. Le premier panier, c'est les régimes enregistrés d'épargne retraite, par après les faire. Ici, ça, on considère ça, c'est de l'argent qui est avant impôt. Fait que tous les retraits sont imposables. Et ça, on va dire que c'est dans le panier qui est à gauche sur la table. Deuxièmement, pour les entrepreneurs, souvent, ils ont des compagnies de gestion et quand leurs sociétés opérantes sont profitables, ils vont se verser un dividende dans leur compagnie de gestion et ils accumulent des sommes importantes dans cette compagnie de gestion. Encore une fois, pour sortir de l'argent en termes de dividendes, on va être imposable. Donc, c'est de l'argent avant impôt. Et ça, on peut visualiser, c'est dans le panier à droite. Mais au milieu, on a le panier des comptes taxables personnels et le CELI. Qui est de l'argent qui est après impôt. Tout à fait. C'est effectivement, il peut y avoir un gain non réalisé important dans les comptes taxables, mais c'est un taux imposé moindre à 50 %. Puis le CELI, c'est tout libre d'impôt. Oui. Puis à titre de rappel, pour nos auditeurs, idéalement, vous voulez payer votre épicerie avec le panier du milieu, c'est-à-dire avec le CELI et les comptes personnels imposables. Nous rencontrons souvent des clients potentiels qui viennent nous voir et qui n'ont pas de fonds accumulés dans ce panier-là du milieu. Ou pire encore, ils arrivent à l'âge de 71, 72 ans avec tous leurs actifs accumulés dans un REER et un FER et aucun argent dans les 2 autres paniers. Là. Tout à fait. C'est vraiment triste de voir ces situations-là. Fait que c'est un excellent point que tu apportes, François. La question qui se pose maintenant est par où commencer votre planification fiscale de fin d'année? Pour nos auditeurs, je vais diviser notre discussion aujourd'hui en 4 sections pour eux. Premièrement, comment optimiser les gains et les pertes en capital imposables. Deuxièmement, les mesures à prendre avant la fin de l'année, soit le 31 décembre. Ensuite, troisièmement, on va couvrir les nouveaux plafonds de cotisation en 2023 pour les RIR et les CELI et le nouveau CELIAP. On va aussi couvrir les régimes d'épargne études, les retraits et les contributions. Ouais. Quatrièmement, on va couvrir les changements majeurs proposés concernant les règles de l'impôt minimum de remplacement qui s'appliqueront en 2024. Ouais. Le premier sujet de planification porte sur comment optimiser les gains et les pertes en capital imposables. Pour ça, vous devez connaître l'historique de vos gains et pertes en capital pour 2023. Donc, il faut commencer par obtenir le rapport de gains et pertes en capital réalisé pour l'année à jour en 2023 pour vos comptes imposables. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, le rapport sur les gains et pertes en capital doit être basé évidemment sur la fin de l'exercice fiscal de la société de gestion. Pour nos clients, François, qui sont avec nous depuis de nombreuses années, on sait bien que la plupart ont bénéficié du report des gains en capital non réalisé à cause des stratégies passives de placement. Donc, au fil des années, on a pu optimiser
quand on réalisait les gains en capital. La majeure partie du temps, c'est qu'on vendait des positions au niveau des ETF et les fonds dimensional qui sont investis en actions. Mais je rappelle à nos auditeurs que les décisions d'investissement des investisseurs doivent toujours primer sur les considérations fiscales. Oui, effectivement, James, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour nous, il faut revenir à l'ingénierie du portefeuille. Il est toujours important de s'assurer que votre allocation d'actifs actuelle est conforme à votre allocation d'actifs à long terme. La principale raison du rééquilibrage est de revenir à votre allocation d'actifs cible à long terme. Dans un marché des actions à la hausse, si vous ne rééquilibrez pas votre portefeuille, vous finirez toujours par avoir un pourcentage plus élevé en actions, donc un portefeuille qui va être plus risqué et plus volatile. Il est toujours préférable de rééquilibrer son portefeuille régulièrement et générer des gains au lieu d'attendre qu'un marché baissier le fasse pour vous, là. Alors, François, par où commences-tu le processus de rééquilibrage? Bien, je conseillerais à nos auditeurs de tenir de 4 éléments avant d'effectuer les transactions de leur portefeuille. D'abord, il faut se méfier des règles relatives aux pertes superficielles. Un autre point, c'est pouvez-vous reporter vos pertes réalisées en 2023 sur les 3 années précédentes. Il ne faut pas oublier aussi de tenir compte de l'impact des devises sur la vente d'un titre détenu en devises étrangères. Puis il faut faire attention aux derniers jours de négociation pour règlement en 2023. Puis cette année, ce dernier jour de négociation pour règlement 2023, c'est le 27 décembre. Peut-être, François, nos auditeurs apprécieraient que des précisions concernant ces éléments. Premièrement, la règle fiscale est que toutes les pertes que vous n'avez pas utilisées dans l'année en cours, ils peuvent être reportées en arrière de 3 ans ou reportées en avant indéfiniment. Ouais. C'est sûr qu'on veut, si on est capable d'aller chercher de l'argent du fisc en reportant en arrière, c'est ce qu'on va faire en premier, mais c'est pas perdu. On peut les reporter indéfiniment dans le futur. Pour pouvoir utiliser une perte dans l'année en cours, la transaction doit être réglée avant la fin de l'année. Comme tu as dit, cette année, les transactions doivent être exécutées le 27 décembre pour régler avant le 31 décembre. Alors, je suggérais à nos auditeurs de ne pas oublier, si on fait des transactions, on veut éviter la perte superficielle. Il est vraiment important que l'investisseur ou une personne affiliée à cet investisseur-là ne rachète pas une position identique 30 jours avant ou après la vente. Oui. Vous devrez toujours commencer votre processus de rééquilibrage dans vos comptes enregistrés car la vente d'une position à gain n'aura aucune conséquence fiscale. D'un autre côté, le rééquilibrage dans un compte imposable, bien entendu, peut déclencher un gain en capital et vous devrez avoir à payer des impôts. Pour les investisseurs qui doivent effectuer leur retrait annuel de leur FER d'ici la fin de l'année, ben, je suggère de profiter de cet exercice de rééquilibrage afin de générer les fonds nécessaires pour votre retrait. Bon, les investisseurs doivent également être à l'affût des distributions de gains en capital de fin d'année des FNB et des fonds communs de placement. Normalement, comme tu sais, François, ces distributions se font en décembre. Ces distributions sont le résultat des ventes de titres par le gestionnaire du fonds au cours de l'année. Et si vous détenez votre FNB ou votre fonds commun de placement dans un compte imposable, compte taxable, vous risquez d'avoir à payer des impôts sur ces distributions. Oui, le problème ici qu'on soulève avec les distributions de gains en capital en fin d'année, c'est que contrairement aux distributions mensuelles ou trimestrielles qui sont payées en espèces, dont on reçoit du cash, les gains en capital distribués en décembre sont versés comme une distribution réinvestie. Donc, on ne reçoit pas d'argent là, dans notre compte, là. Donc, pour un investisseur qui détient la position dans le compte non enregistré ou taxable, les impôts devront être payés même si on n'a pas reçu d'argent là. Oui, j'ajouterais, François, les FNB, les fonds communs de placement gérés passivement, généralement ne distribuent pas d'importants gains en capital de fin d'année, mais il est toujours bon de consulter le site web du manufacturier du FNB ou du fonds commun de placement en novembre, car les estimations de gains en capital de fin d'année y sont publiées. Oui, dans certains cas, si les fonds distribuent un important gain en capital, il peut même être plus avantageux de vendre le titre pour éviter la distribution. Mais
il faut faire attention, là, avant d'aller de l'avant et de vendre votre position, il faut s'assurer que vous ne déclenchez pas un gain encore plus important sur votre transaction, là. Aussi, une autre petite note là, également, si vous implantez un portefeuille en fin d'année, faites attention au titre que vous achetez pour vous assurer qu'il n'y a pas de grosse distribution de gains en capital. Donc maintenant, James, si on veut continuer, passer à un autre sujet, peux-tu nous parler un peu des idées de planification concernant les comptes enregistrés, REER, CELI, régime d'épargne-études et le nouveau CELIAP? Oui, François, je vais commencer par les rires. Bon, pour 2023, le plafond de cotisation est de 30 780 $. Les auditeurs peuvent trouver leur droit de cotisation à honorir sur leur avis de cotisation fédérale 2022. Ce chiffre comprend les droits de cotisation inutilisés et reportés des années précédentes. Le plafond des droits de cotisation à honorir pour 2024 va augmenter à 31 560. Et ça, c'est pour les auditeurs qui aiment cotiser tôt en début d'année. Ils vont pouvoir le faire s'ils pensent avoir l'espace. Les propriétaires d'entreprises devraient déclarer un salaire T4 d'au moins 175 333 d'ici le 31 décembre 2023. Ça leur permettra de cotiser au maximum du RIR l'année prochaine, soit le montant que j'ai mentionné tantôt, 31 560. Si vous avez 71 ans en 2023, vous devez convertir votre RIR en fer et vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire. Mais n'oubliez pas de verser les dernières cotisations à votre RIR avant de le convertir s'il y a lieu. Oui. James, maintenant, qu'est-ce que tu as à dire à propos des CELI? En ce qui concerne les CELI, François, il y a des nombreux points de planification. Premièrement, on rappelle à nos auditeurs que le CELI, il n'y a pas de déduction fiscale, mais tous les gains sont libres d'impôt et quand on fait des retraits, on n'a pas d'instance fiscale. Donc, le plafond de CELI pour 2023 est de 6 500, mais il n'y a pas de date limite pour cotiser au CELI. Donc, les droits de cotisation inutilisés sont reportés. L'ARC a annoncé récemment que le plafond pour 2024 sera augmenté à 7 000 $. Donc, il est toujours préférable, évidemment, de cotiser le plus tôt possible dans la nouvelle année si on a les sous. Deuxièmement, pour les auditeurs qui n'ont pas maximisé leur CELI depuis 2009, vous devriez vérifier en ligne sur le site de l'ARC pour confirmer vos droits de cotisation. Les droits de cotisation maximaux depuis 2009 sont de 88 000 $ en 2023 si vous n'avez jamais cotisé à un CELI. Attention, par contre, si vous avez retiré des fonds de votre CELI en 2023, vous devez attendre 2024 pour cotiser de nouveau le montant retiré. Si à l'inverse, vous prévoyez retirer des fonds de votre CELI en début 2024, ben, je recommanderais, François, à nos auditeurs d'envisager de le faire avant le 31 décembre de cette année. Puis ça va leur donner l'opportunité de le réinvestir si on les sous en 2024 et pas d'être forcé à attendre 2025 pour remettre les sommes retirées. Oui, effectivement. Maintenant, James, on va aborder le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le CELIAP. On a abordé ce sujet-là dans le podcast numéro 52, publié en début d'année. Mais maintenant, James, qu'est-ce que tu as à dire? Bien, évidemment, tous les jours, on apprend des nouvelles facettes de ce nouveau régime. Il est très compliqué. Mais il y a plusieurs points de planification. Premièrement, il faut vérifier si on remplit les conditions requises pour ouvrir un compte CELIAP. Vous pouvez consulter le site Internet de l'ARC pour vous assurer que vous remplissez les conditions requises. Donc, c'est pour une première maison. Ceci dit, si on a déjà été propriétaire, mais ça fait plus de 4 ans qu'on n'est pas propriétaire, on peut toujours être éligible. En 2023, la cotisation ne peut pas dépasser 8 000 $. C'est quand c'est la première année où le plan est disponible. Vous pouvez demander une déduction fiscale pour les cotisations en 2023. On peut aussi remettre la déduction à une année ultérieure. Puis, contrairement au RIR, les cotisations versées dans les 60 premiers jours de 2024 ne peuvent pas être déduites en 2023. Ouais. Finalement, les nouvelles règles de CELIAP sont compliquées et comme ce plan est nouveau, nous découvrons encore de nouveaux détails au fur et à mesure que nous traitons chaque situation individuelle. Donc, mieux vaut de bien faire ses devoirs pour bien comprendre. C'est 2023,
c'est la meilleure option. Et votre droit de cotiser vraiment commence à ouvrir le plan le plus tôt possible. Donc, même si certaines personnes n'ont pas d'argent, mieux vaut l'ouvrir. Il faut faire attention, par contre, parce que l'administrateur peut charger un frais de compte de 100$ plus TPS TVQ. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour le CELIAP. Maintenant, pour les régimes d'épargne études, un autre sujet qu'on a couvert dans un récent balado, James? Oui, encore une fois, d'un régime complexe à un autre, je vais résumer les principales stratégies de planification en fin d'année pour les régimes d'épargne études. Premièrement, les cotisations au régime d'épargne études sont soumises à un plafond annuel de 5 000 $, puis le plafond est en lien avec la subvention de 20 % du fédéral de 1 000 $. Donc, ça veut dire on peut faire 2 500 pour l'année en cours, puis 2 500 pour une année de rattrapage. Évidemment, ceux qui n'ont pas de rattrapage, la limite, c'est 2005. Exact. S'il vous reste moins de 7 ans avant que votre enfant bénéficiaire n'atteigne l'âge de 17 ans et que vous n'avez pas maximisé vos cotisations à un régime d'épargne études, envisagez de cotiser avant le 31 décembre de cette année, faute de quoi vous risquez de ne pas obtenir le maximum de 7 200 de subvention du gouvernement fédéral. Donc, c'est 7 200, c'est 20 % des contributions qui s'élèveraient à 36 000 $. Donc, c'est de l'argent gratis du gouvernement. Fait que mieux vaut en profiter. Deuxièmement, le gouvernement fédéral a augmenté le montant maximal des placements d'aide aux étudiants, c'est les PAE, c'est-à-dire les montants imposables aux enfants quand on fait des retraits. Et le montant qui peut être versé dans les 13 premières semaines d'études postsecondaires est augmenté à 8 000 $, auparavant 5 000 pour les étudiants à temps plein, et à 4 000 $, ce qui était auparavant 2005 pour les étudiants à temps partiel. Finalement, si votre enfant est bénéficiaire d'un régime d'épargne études et qu'il a cessé de fréquenter un établissement d'enseignement postsecondaire en 2023, les PAE ne peuvent pas être versés que pendant une période maximale de 6 mois après que l'étudiant ait quitté ses études. Fait qu'il faut faire vraiment attention d'éponger les sommes, d'autant plus que s'ils sont à l'emploi parce qu'ils ont fini les études, ça se peut que cette année, ce n'est pas une pleine année de salaire, fait que mettons que 2024, c'est une première année, mieux vaut tout retirer, les PAE, en 2023 pour minimiser l'impôt. Donc, c'est vraiment d'envisager de faire un dernier retrait PAE pour ce bénéficiaire avant la fin de l'année. Donc, c'est ce qu'on aurait à recommander pour les régimes d'épargne études. Ouais. Maintenant, le gouvernement fédéral a apporté des modifications à l'impôt minimum de remplacement, à l'IMR, qui entreront en vigueur en 2024. James, peux-tu nous résumer brièvement comment fonctionne l'IMR? Pour l'impôt minimum de remplacement, c'est un concept qui impacte très, très, très peu de contribuables. Dans le dernier budget fédéral, ils ont annoncé des nouvelles règles qui s'appliqueraient en 2024. Et dans ces nouvelles règles, ça va affecter les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à 173 000 $. Donc, les changements auront un impact significatif sur des contribuables à haut revenu qui font d'importantes donations à des œuvres caritatives, puis on va en discuter plus en détail tantôt. Peut-être je devrais faire un petit sommaire sur comment fonctionne l'IMR, François. Le système de l'impôt minimum de remplacement, IMR, impose un niveau minimum d'imposition aux contribuables qui demandent certaines déductions, exemptions ou crédits d'impôt pour réduire l'impôt qu'ils doivent à des niveaux très bas. Dans le cadre du système IMR, il existe un calcul parallèle de l'impôt qui autorise moins de déductions, d'exemptions et de crédits que dans le calcul de l'impôt sur le revenu normal. Donc, si le montant de l'impôt calculé dans le cadre du système IMR est supérieur au montant de l'impôt dû dans le cadre du système fiscal normal, la différence due est l'IMR à payer pour l'année. OK. Alors, James, c'est quoi le changement pour 2024 là, dans l'IMR? Les changements pour 2024, François, comprennent l'augmentation du taux de l'IMR à 20 %, l'augmentation de l'exemption de l'IMR, j'ai mentionné tantôt, c'est 173 000 de revenus imposables. Et de façon plus importante, ils ont élargi l'assiette de l'IMR en limitant certaines exemptions, déductions et crédits qui réduisent les impôts normalement pour l'impôt régulier. OK, maintenant, mais qu'est-ce que les contribuables là, qui sont affectés par ça devraient faire avant le 31 décembre? Compte tenu des nouvelles règles de l'IMR, les contribuables qui
qui prévoit faire des dons importants en 2024 devra envisager de faire ses dons avant le 31 décembre. Pour de nombreux contribuables à haut revenu, les dons d'actions avec des gains en capital importants à un organisme de bienfaisance enregistré ou à une fondation, c'est une stratégie de planification fiscale de fin d'année courante. Oui, effectivement, cette stratégie de planification fiscale de fin d'année est intéressante, puis parce que vous obtenez un reçu fiscal pour don équivalent à la juste valeur marchande du titre donné. J'ajouterais à ça, François, puis c'est un peu ça la magie, que l'un des principaux avantages fiscaux du don en nature d'action ayant accumulé d'importants gains en capital est qu'il permet également d'éliminer l'impôt sur ces derniers. Oui, effectivement. Puis on le fait là, pour de nombreux clients. Là. Les contribuables doivent planifier les dons en nature aussi bien avant la fin de l'année, afin d'avoir suffisamment de temps là, pour effectuer ce type de dons. James, je pense qu'il serait utile pour nos auditeurs de connaître les nouvelles règles de l'IMR et leur impact sur les dons importants. Tout à fait, François. Si un contribuable prévoit de faire des dons importants à des œuvres de bienfaisance, les nouvelles règles de l'IMR entraînent 2 changements importants. À partir de 2024, seuls 50% du crédit d'impôt pour dons seront pris en compte dans le calcul de l'IMR, contre 100% actuellement. Deuxièmement, si vous faites des dons d'actions, 30% du gain en capital sur ces titres sera inclus dans le calcul du revenu total pour fin de l'IMR. Actuellement, aucun gain en capital n'est pris en compte. Oui, bien entendu, on recommande à nos auditeurs de consulter leur conseiller fiscal bien avant la fin de l'année afin de déterminer les stratégies susceptibles de réduire leur exposition à l'IMR. James, est-ce qu'il y a d'autres éléments de planification à considérer avant la fin de l'année? Oui, François, j'ai 2 autres points pour nos auditeurs. Payer des frais d'investissement pour obtenir une déduction ou un crédit d'impôt en 2023, ça comprend les intérêts payés sur l'argent emprunté pour investir et les frais de gestion de portefeuille encourus pour la gestion des comptes non enregistrés, les comptes taxables. Le deuxième point s'adresse à nos auditeurs qui reçoivent la PSV. Il faut faire attention que vos revenus ne dépassent pas les seuils de récupération. Les contribuables doivent rembourser leur PSV au taux de 15% du revenu net en 2023 qui dépasse 86 912. Donc, c'est un seuil qui est plus élevé que l'année dernière, c'est à peu près 81 000. La totalité du montant de la PSV doit être remboursée si le contribuable a un revenu net supérieur à 142 609 et qui est âgé entre 65 et 74 ans, ou si le contribuable a un revenu net supérieur à 148 179 et qu'il est âgé de 75 ans ou plus. Donc, ça équivaut, François, à une forme de double imposition. À noter, le calcul de la récupération de la PSV n'est pas basé sur le revenu familial, mais est récupéré sur la base du revenu imposable de chaque particulier. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en est, James, pour les acomptes provisionnels d'impôt pour 2023? Qu'est-ce que tu as à conseiller à nos auditeurs? Bon, la grande question, François, est toujours la même, et c'est la suivante. Avez-vous versé suffisamment d'acomptes provisionnels trimestriels en 2023? Les derniers acomptes sont dus le 15 décembre. Maintenant que vous avez une idée précise de votre revenu total pour 2023, vous pouvez décider si vous devez payer le dernier acompte. Attention! Si vous n'avez pas versé les montants demandés et que vous vous retrouvez avec un impôt important à payer le 30 avril prochain, vous pouvez être sujet à des intérêts pour des montants insuffisamment payés. Il est toujours prudent, François, de payer le montant demandé, à moins qu'il n'y ait des changements majeurs dans vos revenus de 2023 par rapport à 2022. Oui. Un autre point que nos auditeurs doivent considérer est qu'étant donné que les revenus d'intérêt sont beaucoup plus élevés cette année en 2023 qu'en 2022, et même si vous versez tous vos acomptes professionnels en 2023 comme qui a été prescrit, vous risquez de devoir payer des impôts additionnels le 30 avril prochain à cause que les revenus d'intérêt cette année sont plus élevés. Là. Tout à fait, François. Enfin, puis on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans nos podcasts, la planification fiscale doit se faire tout au long de l'année. N'attendez pas la fin de l'année pour optimiser vos impôts. Oui, bien dit. J'espère que nos auditeurs vont retenir ton conseil, James. Je pense que nous avons couvert beaucoup de terrain. J'espère que nos auditeurs trouveront cette mise à jour utile. Je tiens également à rappeler à nos auditeurs que nos commentaires et conseils dans ce podcast sont de nature générale et que tous nos auditeurs devraient consulter leurs conseillers fiscaux et financiers. Bon, pour notre prochain sujet, nous accueillons Raymond Carzero.
chercheur principal chez PWL, et nous discutons de son dernier blog sur les principaux régimes de retraite au Canada. Bonjour Raymond, on est bien heureux que tu te joignes à nous aujourd'hui dans notre podcast. Salut François, très heureux d'être de retour. Raymond, tu es ici aujourd'hui pour discuter de ton dernier blog qui a été récemment publié sur le site web de PWL Capital et qui s'intitule 12 observations sur les grands gestionnaires de fonds de pension canadiens et 8 points à retenir pour les investisseurs individuels. Au fil des années chez PWL, tu as souvent publié des documents de recherche internes sur le sujet. Maintenant que tu as partagé ce dernier blog avec le public, peux-tu nous dire pourquoi l'examen de ces grands gestionnaires de fonds de pension a été un exercice utile pour nos clients chez PWL et que ça va être utile pour nos éditeurs, puis qu'est-ce que nos éditeurs devraient retenir de ça? Oui, bien sûr. Les 9 grands gestionnaires de fonds de pension sont à la fine pointe de la profession. Même s'ils ne divulguent pas tout ce qu'ils font, leurs rapports annuels fournissent pas mal de renseignements. Je pense que quiconque s'intéresse au placement devrait examiner ce qu'ils font et se demander « Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour mon portefeuille? » Certaines choses ont du bon sens et d'autres non. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit cet article. Oui, Raymond, je suis tout à fait d'accord avec tes propos. En fait, pour nous, les recherches que tu as effectuées au fil des ans sur les grands fonds de pension canadiens ont été très utiles et ils nous ont aidés en tant que gestionnaires de portefeuille à améliorer l'ingénierie des portefeuilles de nos clients. Nos grands fonds de pension canadiens sont vraiment des organisations de classe mondiale et on peut en être très fiers. Et comme tu l'as cité, Raymond, dans ton introduction, la Banque mondiale a déclaré dans son papier de 2017 sur le modèle des fonds de pension canadiens, et je cite, « Le Canada abrite certaines des organisations de retraite publiques les plus admirées et les plus performantes au monde. Je pense qu'en tant que Canadiens et futurs retraités, nous pouvons être très fiers que nos dirigeants politiques aient eu la clairvoyance de créer ces fonds et de les laisser indépendants au niveau de la gestion. » Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, James. Maintenant, on va revenir au blog de Raymond. Raymond, quand tu fais 12 observations sur les grands gestionnaires des fonds de pension dans ton blog, tu les as appelés les 9 grands. Peux-tu nous dire à nos auditeurs ce que tu entends par là, les 9 grands? Certainement. Les 9 grands, c'est les 9 plus grands gestionnaires de fonds de pension publics canadiens, donc c'est des fonds gouvernementaux, et ils sont responsables d'actifs d'une valeur de 2,1 billion de dollars, donc 2100 milliards de dollars. Ça fait pas mal de sous. Effectivement. C'est un montant qui est similaire au montant à ceux gérés par l'ensemble des fonds communs et des FNB au Canada. Donc, dans ce groupe, là, Raymond, on va retrouver Investissement RPC qui gère le régime de retraite canadien et aussi la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est vrai? Oui, tout à fait. Puis un paquet d'autres, évidemment, Ontario Teachers et compagnie. OK. Raymond, parmi les 12 observations, quelles sont celles qui sont les plus pertinentes là, pour nos auditeurs? En fait, il y a 3 choses dont j'aimerais discuter ici. La première observation, c'est que les 9 grands connaissent un succès incroyable, un peu comme James le mentionnait il y a quelques minutes. Un article publié en 2021 par un groupe de chercheurs révèle que les fonds de pension canadiens surpassent littéralement leurs pairs du monde entier. Les rapports annuels des 9 grands le confirment. Ils ont tous battu leur indice de référence sur 10 ans. C'est un exploit remarquable. Oui, effectivement, là, c'est une belle réussite. Mais en plus d'avoir beaucoup de succès et d'avoir battu leur indice de référence, qu'est-ce que tu as observé d'autre? La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que les gestionnaires ont transformé leur portefeuille au cours de la dernière décennie. Dans les années 2010, le monde a traversé une période de taux d'intérêt obligataire extrêmement bas. En réponse à cet environnement, la plupart des gestionnaires ont considérablement réduit leurs allocations en obligations au profit d'alternatives plus risquées, comme les prêts privés, l'immobilier privé et les infrastructures. Mais Raymond, certaines de ces organisations, quand même, en dépit d'avoir des énormes sommes sous gestion, peuvent avoir des coûts de gestion assez élevés. En effet, moi j'ai vu des choses pas mal étonnantes là, dans les rapports annuels. Collectivement, les 9 grands ont coûté, tenez-vous bien, 15 milliards de dollars en frais d'opération l'année dernière au total. Et les coûts peuvent aller pour chaque institution individuelle peuvent se situer entre 0,44% jusqu'à près de 1% de leur actif. Okay. Mais les fonds les plus coûteux ne sont pas nécessairement les meilleurs.
En fait, le gestionnaire parmi les 9 grands qui a le plus surperformé sur 10 ans est également le moins cher. Il y a un dicton en anglais qui dit « Si vous payez des peanuts, vous obtiendrez des singes ». Mais c'est pas ce que j'observe avec les 9 grands. Les faibles coûts et d'excellents résultats peuvent aller de pair. En fait, c'est de très bonnes observations, Raymond. Et ça correspond exactement à notre philosophie selon laquelle payer des frais moins élevés augmente les chances de réussite à long terme pour les investisseurs. À partir de tes observations, peux-tu maintenant partager avec nos auditeurs les principales leçons à tirer pour eux? Oui, les 9 grands font certaines choses que les investisseurs devraient imiter. Ils se diversifient à l'échelle mondiale, puis ils maintiennent des allocations en liquidité au minimum. Ce sont 2 choses que tout le monde peut faire avec compétence et efficacité grâce au FNB à faible coût. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont pas d'allocation importante en fonds de couverture et ils évitent les crypto-monnaies. Je suis d'accord avec ça, moi je ne toucherai pas à aucun de ces produits. Raymond, ça, c'est les choses que tu copierais des 9 grands. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu copierais pas des 9 grands? Oui, absolument. Il y a des choses que je ne copierais pas, comme le remplacement des obligations par les placements immobiliers et des infrastructures privées. Ces grands gestionnaires investissent beaucoup dans les actifs privés et ils ont les moyens d'analyser en profondeur ces actifs et de les gérer à des coûts que, franchement, personne d'autre ne peut égaler. Raymond, peux-tu nous donner à nos auditeurs un exemple de la manière dont les 9 grands réduisent les coûts dans ces investissements privés? Oui, bien sûr. Concrètement, les 9 grands utilisent plusieurs stratégies pour réduire les coûts de gestion des fonds. Un exemple, ils co-investissent avec des sociétés de fonds de placement privés. C'est assez technique. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir des sociétés de fonds de placement privés puis ils leur disent « OK, nous allons investir dans votre fonds et nous vous paierons des frais pour ça. Mais vous nous permettrez aussi d'investir directement dans les sociétés en portefeuille. Toutefois, sur ces participations directes, nous ne paierons aucun frais. » OK. Raymond, de plus en plus, on voit des fonds d'investissement privés qui sont directement offerts aux investisseurs de détail. Qu'est-ce que tu penses de ces fonds-là? Les investisseurs devraient se méfier parce que les coûts sont très élevés. Mon conseil, c'est le suivant. Faites pas ça avec votre portefeuille. Les frais élevés vont enrichir les gestionnaires de fonds à vos dépens. Tenez-vous-en à des FNB d'actions et d'obligations peu coûteux et grandement diversifiés et vous obtiendrez probablement de meilleurs résultats à long terme. Raymond, j'ai remarqué dans ton blog que les rendements générés par ces 9 grands gestionnaires de fonds de pension ont été nettement supérieurs pour certains à ceux des marchés de capitaux publics. Peux-tu nous expliquer les raisons? Oui, absolument, James. Bien, premièrement, comme j'ai dit plus tôt, les 9 grands surperforment pas mal tout le monde, puis ça inclut les investisseurs individuels. Deuxièmement, les rendements dépendent de la façon dont on évalue les actifs. Entre un tiers et la moitié du portefeuille des 9 grands se trouve dans des actifs privés. Ils engagent des experts pour évaluer ces actifs. Les portefeuilles des particuliers, en revanche, sont valorisés par le marché. Le marché et les experts arrivent parfois à des conclusions très différentes. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, l'indice mondial des fiducies de placement immobilier du Standard & Poor's a enregistré un rendement de moins 19 %. Ça, c'est le rendement selon le marché boursier. Dans le même temps, les avoirs immobiliers mondiaux des 9 grands ont enregistré un rendement moyen de plus 5 %. C'est une différence assez importante pour des actifs qui sont similaires, là. Et voilà. 2 méthodologies d'évaluation différentes ont donné lieu à des rendements très différents. Je ne dis pas que les experts ont tort. Je dis simplement que si les 2 portefeuilles étaient évalués selon la même méthodologie, leur rendement serait probablement beaucoup plus proche. Oui, on dit dans le jargon, tu me corrigeras si j'ai tort, là, Raymond, on dit qu'en anglais mark to market, ce qui veut dire que la valeur est déterminée par le marché financier quotidiennement. Donc, un est mark to market et l'autre ne l'est pas. Je pense également qu'il serait peut-être juste de dire que ces allocations importantes concernant c'est des investissements illiquides dans les actifs privés et qui devraient générer un rendement plus élevé parce qu'ils sont illiquides. Et voilà, effectivement. Maintenant, il y a un troisième et dernier facteur que j'aimerais mentionner.
c'est que les grands gestionnaires peuvent se permettre de prendre beaucoup plus de risques que les individus. Pensez-y. En tant qu'individu, on a une durée de vie limitée, puis on investit uniquement pour notre propre compte. Ça contraste avec les grands gestionnaires de fonds de pension qui mettent en commun l'argent de millions de Canadiens et puis ils vont être là, genre, pour toujours. Ça change complètement la donne. Bien sûr qu'ils peuvent supporter beaucoup plus de risques. Ils prennent plus de risques, donc ils obtiennent des rendements plus élevés. C'est logique. Eh oui, comme tu le dis, Raymond, c'est tout à fait logique. Les risques et les rendements sont liés. On en parle souvent dans notre podcast. Par conséquent, si on prend plus de risques, on devrait être récompensé par des rendements plus élevés. Donc, ça va de soi. Raymond, j'aimerais te remercier encore une fois de t'être joint à nous pour parler d'un élément, un rapport de recherche, un blog dans ce cas-ci que tu as préparé. C'est vraiment toujours un plaisir de discuter avec toi de tes dernières réflexions sur l'investissement. Merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ouais, ça me fait plaisir, Raymond. Merci beaucoup d'être là. On espère que tu vas revenir bientôt dans notre podcast. En attendant, j'invite nos auditeurs à consulter ton blog sur le site de PWL Capital et nous ajouterons aussi un lien vers ton blog avec le podcast. Donc, sur ça, merci James d'avoir partagé ton expertise et ton savoir. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 58e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous lors de notre prochain épisode à paraître le 18 janvier l'an prochain, le 2024. Entre-temps, n'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour avoir nos derniers blogs. À bientôt!